Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de bien-être et de la santé. Dans cette émission, nous allons parler de la grossesse et justement du bien-être pendant la grossesse. À ce titre, nous avons invité Chloé Mas, qui est sage-femme à la clinique Saint-Jean. Donc, je vous remercie d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, nous avons également Soua Mohamed Matin, qui est psychologue clinicienne. Elle a accompagné des femmes victimes de violences intrafamiliales, notamment durant leur grossesse. Elle exerce à présent à l'espace Santé Famille en tant que clinicienne. Donc, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invitée à cette émission. Alors, l'émission est réalisée en collaboration avec l'espace Santé Famille situé chaussée de Louvain 51 à 1210 Saint-Josse. Vous êtes en direct sur Arabelle FM au 106.8 et nous répondons également à toutes vos questions via la page Facebook de l'émission Santé pour tous. Alors, il faut savoir qu'il existe des recommandations de l'OMS concernant les soins anténatals pour que la grossesse soit une expérience positive. Ceci relève en effet que l'importance d'une communication efficace sur les questions physiologiques, biomédicales, comportementales sont essentielles. Mais elle parle aussi d'un soutien efficient, notamment sur le plan social, culturel, affectif et psychologique à l'intention des femmes enceintes, tout en traitant celles-ci avec respect. C'est pourquoi aujourd'hui, on a choisi d'inviter aussi une intervenante qui est axée sur l'aspect psychologique et une intervenante aussi qui s'occupe du corps, du soma de nos mamans. Alors, qu'en est-il de la réalité ? Est-ce qu'on prend suffisamment soin de nos futures mamans ? Est-ce qu'on peut améliorer nos pratiques et nos mœurs pour faciliter cette période particulière ? Ce sont des questions dont nous allons discuter aujourd'hui avec nos invités. Je vais commencer du coup avec Madame Mas. Donc, à partir de quand peut-on parler de grossesse ? Médicalement parlant, on va dire, la définition d'une grossesse, c'est dès qu'il y a un embryon qui se forme au sein du corps de la femme. Maintenant, la grossesse peut être vue de manière beaucoup plus large aussi. Ça peut être déjà l'idée que la femme se fait. Ça peut être que quand on voit qu'on a un retard de règles, on se dit « Ah tiens, ça y est, je suis dans l'état de grossesse, je suis enceinte. Donc, voilà, ça peut déjà être une idée. Et puis, ça peut être vraiment le fait, médicalement parlant, il y a un bébé qui est en train de se former. D'accord. Donc, ça peut être aussi toute la préparation avant de se dire, tiens, on a envie d'avoir un enfant et on se met dans un état de j'ai envie d'être enceinte. C'est ça. Voilà. Ok. Alors, Madame Matin, est-ce que du coup, il y a une espèce de grossesse psychique qui existe ? À quel moment ça intervient dans la conception de l'enfant à venir ? Il est où ce bébé dans la tête ? Et comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on se dit qu'on est enceinte que quand on est enceinte biologiquement ? Ou on se le dit avant ? Ou on se le dit après ? Comment ça fonctionne ? Alors, on va plutôt parler de gestation psychique plutôt que grossesse psychique. Et comme le corps se prépare, notre état aussi mental se prépare à accueillir ce nouvel enfant à naître, qu'il soit comme on l'imagine, comment on voudrait qu'il soit et tout ça. On peut voir aussi que ça se construit un peu en miroir avec la grossesse physique, où est-ce qu'il y a une apogée vers 4 à 7 mois, vraiment quand le corps commence vraiment à se développer, avoir un petit bidou, des symptômes, même si on les a un peu plus tôt que 4 mois. C'est un peu l'esprit féminin qui se dit maintenant, je ne suis plus toute seule dans mon corps, j'ai quelqu'un d'autre et ça forcément il faut aussi le préparer. C'est comme si on dit qu'il y a 9 mois de grossesse, mais c'est 9 mois où la maman va se préparer psychologiquement aussi à avoir un bébé et à être mère, en fait. Voilà. Donc, on grandit en parallèle, en miroir, c'est ça que vous voulez dire oui, voilà. Un petit peu. Et ça peut aussi commencer bien avant, quand on commence à se dire qu'on va vouloir avoir un enfant. Déjà, on commence à l'imaginer, s'imaginer comment il sera. Donc, c'est vraiment un processus qui est à part de la grossesse. Oui, voilà. C'est un processus qui commence déjà avant la grossesse. Oui, voilà. Et on sait aussi que, par exemple, il y a des femmes qui font des dénis de grossesse. Et donc, c'est comme si elles... Donc, du coup, je me dis que la gestation psychique, elle est peut-être pas encore enclenchée. Et c'est marrant parce qu'on voit que quand elles apprennent qu'elles sont enceintes, même si ça a 6 ou 7 mois, pouf, le ventre, il sort. Ouais. Là, on peut voir à quel point le psychisme est très important parce que, du coup, dans une grossesse déniée, un déni de grossesse, ce qui se passe, c'est que le cerveau se dit qu'il n'est pas enceinte. Donc on va avoir des retards de règles, on va essayer d'expliquer par juste un retard de règles. On va avoir mal au ventre, mais on va se dire que j'ai mal mangé, je digère pas très bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi ? On peut avoir... J'ai oublié. Ouais.
Oui, enfin, en tout cas, on va trouver des excuses. Exactement. Et finalement, ces excuses et ce qu'on se dit dans sa tête, ça joue sur le corps. Ouais. Et je dis toujours à nos auditeurs que la tête et le corps sont reliés et que c'est très important de comprendre que l'un ne va pas sans l'autre et que les informations que le corps donne à notre cerveau et vice-versa, les informations que notre cerveau donne à notre corps, elles ont une incidence et un impact sur nous et sur notre bien-être. Donc après la grossesse, il y a aussi des personnes qui découvrent à l'accouchement qu'ils sont enceintes. Donc ils deviennent maman, pof. Et ça, parfois, c'est souvent un choc. Bon, c'est pas le sujet de l'émission aujourd'hui, mais c'est vrai que finalement, alors à ce moment-là, on devient maman ou on se rend compte qu'on est maman à la naissance de l'enfant. Il y a aussi des femmes qui grandissent pendant 9 mois et puis qui se rendent réellement compte que quand elles ont le bébé dans les mains. Oui. Il y a aussi ça. J'avais vu une illustration qui expliquait que une grossesse ordinaire, c'était plutôt le psychisme qui se disait je ne suis plus vraiment qui est moi, donc moi ou l'enfant, qui est lui, qui est toi. Donc il y a une indifférenciation de soi et autrui. Tandis que dans le déni de grossesse, le psychisme se dit plutôt ah non, ici il n'y a que moi, il n'y a personne d'autre. Et un point, c'est tout. Ouais. C'est expliquer un peu le déni de grossesse. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, Madame Mas, est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer à nos auditeurs aussi quel est le rôle d'une sage-femme? Parce que parfois, on ne le comprend pas toujours. Et en quoi ça se différencie de celui d'une gynécologue ou c'est complémentaire? Enfin, voilà, différencié ou complémentaire Ce sont deux professions qui se complètent très bien. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. La sage-femme a un rôle vraiment très large dans tout ce qui est accompagnement. En fait, elle va commencer à suivre les couples qui ont déjà le désir d'enfant, donc préparer à tomber enceinte et tout le processus de voilà, maintenant je vais arrêter ma pilule. Enfin, voilà, j'ai envie de devenir maman, je voudrais être papa, on va faire ça ensemble, jusqu'au moment où il y a un bébé en préparation. Et alors la sage-femme est vraiment compétente pour suivre tout de A à Z jusqu'à ce que bébé ait 1 an en fait. Le gynéco, lui, c'est vraiment le médecin qui va suivre médicalement l'évolution de la grossesse, qui va aussi accompagner la maman dans ses besoins, si elle a des nausées au début, si elle a mal au dos, si elle a mal quelque part, ou s'il y a un problème qui se vient pendant la grossesse. Donc lui va plus traiter le médical, même s'il peut aider la femme à bien vivre sa grossesse, mais lui va vraiment se concentrer sur ce qu'il peut faire de son point de vue avec des prescriptions, tandis que nous, on va être beaucoup plus dans la communication, répondre aux besoins du couple, qu'est-ce qui va changer pour maman, pour papa. Enfin, donc on est complémentaires, mais oui, on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Nous, on est vraiment plus dans le relationnel aussi, moins dans le technique, même si, évidemment, dans toute grossesse, il y a des examens à faire que la sage-femme peut faire aussi. Et moi, je sais que pour mes 3 accouchements, si j'avais pas eu la sage-femme, franchement, je crois que j'aurais ramassé une césarienne. Franchement, elles m'ont fait des manipulations de mon ventre pour faire sortir le bébé. Je fais des énormes bébés. Et du coup, comme je fais des énormes bébés, à chaque fois, les pauvres, ils restent coincés et ils n'arrivent pas à sortir, les pauvres. Et mon dernier accouchement, c'est vrai que c'était vraiment catastrophe, il était énorme, il faisait 4,5 kg mon petit chouchou. Wow. Ouais, il était vraiment, c'est un gros bébé, vous confirmez que c'est un gros bébé? Oui, c'est un gros bébé. Alors moi je suis une petite madame, c'est parce que les auditeurs me voient pas, mais je suis une petite madame. Et donc du coup, je sais pas comment elle a fait, mais elle a fait un truc, elle a réussi avec mon ventre, elle a réussi à le bouger en fait dans mon ventre pendant qu'il était encore dans mon ventre, pendant l'accouchement. Et puis elle a poussé pour qu'il puisse sortir et flouch, il s'est retourné et hop là il est sorti. Je trouve ça incroyable quoi. Et donc et c'est vrai que c'est la gyné qui lui a demandé fais-lui une manipulation. Alors je sais plus le nom de la manipulation, mais elle lui a dit fais-lui une manipulation. Et du coup elle m'a fait une manipulation. Et voilà, et je trouvais ça génial. Et j'ai trouvé ça chouette aussi pour ma deuxième. Je trouvais que c'était sympa parce que en fait, la sage-femme, donc elle voulait pas la césarienne. Et alors, elle aimait pas trop le fait aussi parce que la pauvre, elle est sortie avec des non, comment ça s'appelle? Ventouses. Une ventouse. Ah ouais, sur la tête? Ouais, la pauvre, sa tête, on aurait dit un ballon de rugby. Heureusement que ça se remet, la pauvre. Et du coup, c'est la sage-femme qui a dit non, on va d'abord essayer la méthode douce. Voilà, bébé est en souffrance, il faut pas lui faire mal, etc. Donc, il y avait tout cet aspect relationnel et contact avec la maman et avec
avec le bébé. Et c'est vrai que la gynécologue va faire des actes techniques aussi et des actes médicaux, s'assurer que le cœur du bébé va bien, enfin voilà. Mais c'est vrai que c'est très complémentaire, je trouve, comme approche. Et alors vous dites, c'est intéressant que même avant la grossesse, c'est-à-dire quand on se prépare, on peut déjà aller ensemble voir une sage-femme? Oui, tout à fait. Avec le papa, on peut se dire, on a envie d'avoir un bébé et on a envie d'aller poser des questions à une sage-femme, par exemple? Oui, parfois c'est un couple qui se dit, voilà, maintenant nous on se sent prêt, mais on a encore un milliard de questions. Ouais. Et parfois, c'est ça qui freine un peu la conception. Et donc le fait de déjà voir une sage-femme, de voir comment on peut se préparer à finalement devenir parent, ça peut aider les couples à se détendre et à fonder leur famille. Ouais, donc il y a tout un accompagnement que vous faites aussi à côté. C'est vrai que les médecins sont peut-être un peu moins disponibles pour ce type d'accompagnement. Ouais, c'est vrai que, si on regarde un peu le temps en consultation, le médecin est là droit entre guillemets qu'à 15 minutes par personne. Ah, c'est rien du tout. Donc c'est rien, c'est vraiment vous êtes qui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire, et voilà le traitement. En gros, point, c'est fini quoi. Alors qu'une sage-femme, la consultation c'est 1 heure. Moi, vraiment le temps de parler, en général c'est pas des cabinets médicaux, c'est un petit salon où on est à l'aise, un peu cocoon, et on prend vraiment le temps de discuter, de construire une relation ensemble, parce qu'on sait qu'après on va se voir pendant presque 1 an finalement, jusqu'à ce que grossesse arrive, les 9 mois d'attente, puis l'arrivée de bébé où on est là à l'accouchement, on est là pour les premiers soins, on est là pour aider à l'allaitement, puis jusqu'à ce que bébé ait 1 an finalement. Donc parfois c'est minimum 2 ans, parfois c'est même 5 ans d'accompagnement. Moi j'avais été voir même après 1 an, parce que pour les questions d'allaitement aussi, elles donnent des conseils, les sages-femmes aussi, sur l'allaitement. Donc s'il y a un petit souci avec l'allaitement ou des choses comme ça, on peut aussi aller voir les sages-femmes. Ouais, ça, on est formé pour ça. Le gynéco, il sait pas. Non, ça c'est sûr, il fait pas. Mais c'est intéressant. Et alors, on sait aussi que, par exemple, statistiquement, le fait justement d'avoir quelqu'un qui accompagne la maman, qui accompagne le papa, qui accompagne le couple par rapport au désir d'enfant, et puis après, pendant la grossesse, on voit quand même que au niveau préventif, prévention au niveau de la santé, c'est-à-dire des risques médicaux qui peuvent encourir, mais aussi de la santé psychique, puisque je suppose que vous collaborez aussi avec d'autres professionnels, c'est mieux en fait d'avoir cet accompagnement que d'un accompagnement uniquement technique et médical. Il y a tout l'aspect psychologique, je suppose aussi, soit de justement avoir quelqu'un qui est là à côté de la maman et du papa. Et qu'est-ce qui pourrait, selon vous, mettre en difficulté ou rendre plus vulnérable la femme, justement, pendant qu'elle est enceinte? Alors déjà, il y a les facteurs biologiques, donc l'âge de la maman, les antécédents médicaux, et à côté de ça, forcément, il y a les facteurs psychosociaux. L'environnement joue beaucoup, la relation avec le partenaire, s'il y a une bonne relation, une mauvaise relation. On voit souvent que malheureusement, les grossesses sont des passages à l'acte, des relations qui peuvent être violentes de base. Oui, souvent, c'est vrai qu'on a remarqué ça aussi, mais aussi parce que la maman a parfois aussi des petits changements d'humeur liés à sa grossesse, et que ça peut impacter le couple. Et puis c'est un changement, on passe de 2 à 3, donc forcément c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Ouais, c'est vrai, à la place d'avoir 2 personnes, maintenant on a une 3e personne dont il faut s'occuper. Et il faut partager aussi. Voilà, papa il doit partager sa chérie, donc parfois c'est un peu compliqué, hein, donc, en effet. Alors on parlera un petit peu des violences faites aux femmes et de l'impact que ça peut avoir sur la grossesse juste après la pause. On doit faire une toute petite pause, donc chers auditeurs, restez avec nous. On parle du bien-être et de la grossesse aujourd'hui dans Santé pour tous. À tout de suite. Et nous revoilà avec un nouveau tapis, un tapis hyper entraînant dans Santé pour tous. On a envie de faire un petit pas de danse là pour le coup. Notre petit tapis tout doux, tout gentil, il a été changé. On a un nouveau régisseur, nouveau tapis. Donc, en tout cas, je remercie notre régisseur au passant, qui est très chouette aussi. En off, on était justement en train de discuter. Avant la pause, on parlait des difficultés et des choses qui pouvaient rendre vulnérables les mamans. Et c'est vrai que finalement, une grossesse, c'est pas facile parce qu'on passe de 2 à 3, parce que parfois le papa est un peu mis de côté. Et donc, ça peut susciter c'est quand même une période où il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de conflits. Et ces conflits, en plus, ils ont un impact sur la maman et sur le bébé. Parce qu'il faut savoir que la maman, elle va sécréter des hormones de stress, des hormones cortisol, et que ça passe la barrière placentaire. Et que ça va directement dans l'enfant. Donc, on peut aussi voir que ça peut donner des complications, donc des enfants qui seront plus petits à la naissance.
qu'ils auront plus de problèmes, des troubles de développement. Des allergies, de l'eczéma, des choses comme ça. Donc, c'est l'air de rien, c'est hyper important le bien-être de la maman durant la grossesse parce que ces hormones de stress, ça impacte quand même pas mal aussi le développement du bébé. Et voilà, alors dans les cultures, moi j'aime bien rigoler. Une fois, j'étais avec une amie et elle était enceinte et on regardait le journal parler. Et je sais plus ce qu'il y avait encore à la télé, mais comme d'habitude, les journaux parlaient. Et son père, le père de ma copine, arrive et dit « Arrête de regarder ça, c'est mauvais pour ton bébé. Ton bébé, il va avoir des taches, il va avoir des taches sur la tête et des trucs comme ça, les taches sur le visage ou quoi. Si t'es stressé, ton bébé, il va avoir des taches. » Et c'est des anciens, quoi. Mais c'est rigolo de voir à quel point, finalement... et aussi on dit quand la maman elle veut quelque chose, faut lui donner. Oui, sinon ça te crée une tache aussi. Elle va aussi avoir une tache. Le bébé va aussi avoir des taches. Ils ont des taches tout le temps. C'est ça. Non mais c'est rigolo, c'est des petites croyances culturelles, mais en même temps ça indique quand même à quel point il faut prendre soin de la maman et à quel point elle est même dans ces vieilles croyances de grand-mère. On sait que ça peut avoir un impact sur le bébé. Alors les petites taches, je sais pas, mais en tout cas je sais que ça peut être mauvais pour le bébé. Peut-être vous en tant que sage-femme, Madame Mas, vous pourriez peut-être nous donner des petites réflexions sur comment on peut favoriser le bien-être pendant la grossesse. Enfin, comment on peut faire pour que tout se passe bien pour la maman pendant la grossesse. Le plus important, je dirais, c'est que déjà la maman s'écoute. Elle connaît mieux que personne ses propres besoins. Donc si elle arrive déjà à répondre à ses besoins et que l'entourage lui permet, évidemment, l'entourage est très important pendant la grossesse et même après. C'est ce qui facilitera le mieux son bien-être. Vraiment, il faut pouvoir s'autoriser aussi à se dire, voilà, maintenant je me sens fatiguée, il faut que je fasse une pause. Pour le moment, dans la société, j'ai l'impression qu'on met vraiment beaucoup de pression sur les femmes. Elles doivent continuer à travailler, elles doivent faire à manger, s'occuper du ménage, de la maison, des autres enfants, et elles peuvent jamais s'arrêter, en fait. Mais une grossesse, c'est quand même fabriquer un être humain, et ça demande beaucoup d'énergie aussi. Donc, il faut que la femme enceinte puisse se dire, voilà, j'ai mon rôle de maman qui commence déjà pendant la grossesse et je dois m'écouter et prendre soin de moi et de mon bébé pour que tous les deux, on se sente bien, en fait. Ouais, c'est clair. Et franchement, et en plus, on se rend pas compte à quel point on est fatigué, et on s'écoute jamais. La société, elle est vraiment dans cette demande. Moi, je me souviens quand j'étais enceinte et que j'avais envie de faire une sieste, on me disait t'es fainéante. J'ai dit mais comment ça, je suis fainéante? Pourtant, quand on est enceinte, justement, on est beaucoup plus fatigué. Oui, mais justement, c'est pas toujours bien. Allez, je vais te donner par exemple l'exemple des premiers mois de grossesse. Comme il y a tout un chamboulement hormonal et tout ça, t'as vraiment beaucoup envie de dormir, tu vois. Bon, déjà, moi, de base, je suis une marmotte, mais alors, en plus, avec ça, j'ai vraiment envie de dormir. Et c'est vrai que de l'extérieur, on voit pas encore ton ventre. On voit pas que t'es enceinte. Ou même quand on est dans les transports en commun, on ne le voit pas que t'es enceinte. Et du coup, les gens te regardent et se disent attends, mais qu'est-ce qu'elle a? C'est là, pourquoi elle est fatiguée? Pourquoi elle est lente? Elle a ralenti dans son travail? Elle a des problèmes de concentration? Parce qu'en fait, avec les hormones, ocytocine, etc., on a des pertes de mémoire, on a des problèmes de concentration. Et du coup, les gens ils disent mais qu'est-ce que t'as? T'es fainéante, t'as changé, tu t'énerves pour rien, tu cries, etc. Et donc du coup, ça joue quand même pas mal sur la maman, sur son moral aussi, parce qu'elle se culpabilise en fait. Ça va la culpabiliser de se dire en fait, je suis plus efficiente, je fais plus mon travail comme il faut. Et c'est vrai qu'il y a toute cette pression et sensibiliser aussi l'entourage à ça, c'est quand même, je trouve quand même vachement important. Et du coup, Soa, comment on pourrait évaluer le bien-être psychologique d'une future maman et en quoi c'est vraiment essentiel d'évaluer ce bien-être? Alors, il faut déjà savoir que l'anxiété, quand on est enceinte, ça suit une courbe en U. Donc, au début, on est très anxieux. Vers les 4-5 mois, on devient moins anxieux. Et puis, vers la fin, ça remonte. Donc, déjà, savoir, ça, c'est important. On peut voir aussi que la dépression a tendance à augmenter tout le long de la grossesse. Donc, malheureusement, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, pour évaluer le bien-être de la maman, il faut déjà savoir, être un peu informé à comment les hormones changent, comment le corps change aussi, parce que mine de rien, c'est un changement énorme. Ouais, il y a beaucoup de choses qui changent dans le corps de la maman, et du coup, si on veut évaluer son bien-être, il faut d'abord voir un peu comment elle gère ses émotions aussi. Exactement. Surtout que les hormones vont faire que ces émotions, elles font
Montagne russe. J'avais un humoriste qui disait si tu as survécu à 9 mois de grossesse, c'est bon, tu peux rester toute ta vie avec ta femme. C'est genre parce que tellement c'est compliqué. Et c'est vrai que quand on questionne les papas, les futurs papas, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de discuter avec les futurs papas. Moi, j'adore faire ça parce que je trouve ça super drôle. C'est qu'ils vous disent mais en fait, je comprends rien. Je voudrais juste un mode d'emploi qui me dise qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire pour que ça se passe bien. Mais en fait, si je dis A, elle pète un plomb. Si je dis B, elle pète un plomb. Et en fait, quoi que je dise, c'est jamais bien. Donc, je dis déjà, la femme de base, elle est un peu comme ça. Mais alors, en plus, quand elle est enceinte, je crois que ça doit être encore vachement plus compliqué. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour le partenaire non plus. C'est vrai. Finalement, le partenaire, il sait pas toujours comment réagir. Et puis, toutes les émotions sont un peu exacerbées durant la grossesse. Mais je pense que ça peut aussi aider quand le partenaire participe aussi à aller voir les gynécologues avec elle, à aller voir la sage-femme justement avec maman pour pouvoir comprendre un peu comment ça fonctionne, comment ça évolue, se renseigner aussi et être à l'écoute surtout. Je pense que c'est quand même super important. Moi, je me souviens que pour ma deuxième grossesse, j'avais demandé à mon mari de m'accompagner. La sage-femme avait dit mais il peut venir avec. Je me suis dit c'est cool et tout. Je savais pas qu'il pouvait venir et tout. Et en fait, elle lui a expliqué comment m'aider à apprendre des techniques de respiration et aussi elle lui a montré des massages à me faire pour la douleur en fait pendant l'accouchement. Et je trouve que ça nous avait beaucoup rapprochés, que je trouvais que c'était super chouette. Et lui, en plus, il se sentait impliqué, il était tout content. Oui, c'est vrai. Et du coup, pendant l'accouchement, il a essayé de mettre en place les trucs. Bon, j'avoue, je l'ai envoyé un peu balader, mais je veux dire, il a quand même essayé d'être là, d'être plus présent, d'être plus investi. Parce que les papas, souvent, ils disent, mais je sers à rien. Oui, c'est vrai que vu que tout fonctionne dans le corps de la femme, le père, il est un peu à l'extérieur, donc il se sent très démuni. Et rien que, on parlait des envies, rien que le fait de donner à la maman ce qu'elle veut, il se sent plus utile et c'est un peu compliqué quand on est de l'extérieur, on voit que sa femme elle souffre, elle change, elle vomit, elle est fatiguée et à côté on est là mais on sent pas ce qui se passe. Ouais. Et alors c'est vrai que je suppose qu'il faut être aussi attentif parce que vous dites il y a des courbes de dépression, mais je suppose quand même que à un moment donné il faut quand même s'inquiéter si vraiment il y a plus de moments de joie ou il y a aussi des mamans qui vomissent très fort, qui sont très très malades pendant les grossesses. Je suppose que ça aussi, faut y être sensible quand même. Ouais. Parce que qui dit malade dit vomir, qui dit vomir dit perdre les compléments qu'on a dans le corps et donc ça forcément on a des compléments alimentaires quand on est enceinte aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, et pour le moral aussi, ça joue vraiment beaucoup quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Madame Masse, quel genre de recommandations, par exemple, en tant que professionnelle de la santé, en tant que sage-femme, vous pourriez apporter à ces mamans? Qu'est-ce que vous leur dites aux mamans comme recommandation, comme conseil? C'est vraiment au cas par cas, mais de manière très générale, on va toujours leur proposer de venir accompagner avec leur mari parce qu'on essaie de les impliquer dès le départ. Parce que comme on disait tout à l'heure, c'est vrai, ils se sentent souvent perdus. Pas savoir quoi faire, quoi dire. Ils sont un peu... ils regardent, mais ils savent rien faire. Quoi. Ils se sentent passifs. Il y en a beaucoup qui se plaignent de ça. Donc, on va leur proposer de venir dès le début, parler aussi de leurs inquiétudes et de ce qu'ils peuvent faire, apporter à leur épouse pendant tout le long de la grossesse. Et puis, on va les inviter, bien sûr, à venir à tout ce qui est préparation à la naissance. Donc ça, il existe vraiment plein de choses différentes en fonction de ce que le couple aime ou est plus réceptif à certaines choses, que ce soit le toucher ou l'hypnose ou aquatique aussi. Il y a beaucoup de... Il y a l'aptonomie aussi. Il y a l'aptonomie aussi qui est très chouette et qui là se vit vraiment à deux. C'est quoi l'aptonomie? Bonne question. Alors, donc, l'aptonomie, c'est rentrer en contact par les sens, en fait. Donc, c'est par exemple, se rentrer en communication avec bébé en posant les mains sur le ventre. Donc, monsieur peut aussi communiquer avec son bébé par le toucher à travers la peau de maman. Et souvent, après 2-3 séances d'aptonomie avec la personne qualifiée, le bébé répond aux stimulations des mains sur le ventre pendant la grossesse. Et c'est quelque chose qu'on peut utiliser pendant l'accouchement aussi, pour guider le bébé dans le bassin, pour, entre guillemets, lui montrer la sortie. Ah, c'est ce que vous aviez vécu Moi, j'ai pas fait d'aptonomie, mais les massages. Non, les massages, je les ai faits. Mais par contre, je les ai faits avant, pendant la grossesse. Mais le problème, c'est qu'après,
Moi, j'avoue que franchement, j'aime pas trop la douleur. Alors après, je me fâche sur mon conjoint. C'est de ta faute. Donc, pourquoi tu m'as mis enceinte? La dernière fois, il voyait que je n'étais pas bien, il m'a ramené un coca et tout. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un coca? J'ai tout vomi en plus. J'ai vomi le coca, c'était horrible. Non, mais j'avoue, quand on fait des énormes bébés, c'est vraiment pas facile. Enfin, la délivrance, elle est quand même vachement difficile, quoi. Donc, c'est vrai que c'est quand même une grosse tête qui sort. Ouais. Surtout mon petit dernier là, c'était un petit coquin, il était bien complet là. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que la place de la sage-femme, c'était très rassurant. Elle parle beaucoup avec vous. Il y a aussi quand même un aspect psychologique à la sage-femme aussi, hein, je trouve. Oui, quand même. Allez, on n'est pas vraiment formé pour, mais on a je ne sais pas, on a tout ce petit côté un petit peu très relationnel en fait. On va maternant et rassurant. Qui vient vous parler, qui vient vous dire ça va aller, tenez bon, vous pouvez bien souffler. Enfin, il y a quand même un côté, très accompagnant. Enfin, plus peut-être que la gyné fait son travail parce qu'elle est médecin et elle doit vraiment faire son travail, mais les deux sont vraiment complémentaires. Et je trouve aussi que pour avoir un enfant, les deux sont importants. Je ne cesse de le dire, mais le papa a aussi vraiment sa place. Enfin, j'ai des mamans qui me disent, voilà, j'ai dû accoucher toute seule, le papa est pas venu et c'était horrible en fait. Et c'est des choses qu'elles vivent très très mal, le fait d'être seule en salle d'accouchement, le fait d'être en conflit et de se retrouver dans des foyers. Par exemple, vous avez travaillé dans des foyers où il y avait de la violence, mais voilà, ces mamans n'ont même pas le temps de penser à ce bébé qui va arriver. Elles doivent penser à leur vie, elles doivent penser à leur survie, entre guillemets. Et du coup, quand il arrive, ce bébé, il arrive dans quelles conditions, quoi? Alors, ce qui était bien dans notre travail, je travaillais au centre de violence et de prévention conjugale, c'était que des fois, les éducateurs accompagnaient les mamans à l'accouchement. J'ai une collègue qui avait fait peut-être 3 accouchements avec des mamans. Donc là, ça peut aider parce que la maman se sent beaucoup moins seule. Et puis, du coup, on essaye de vraiment mettre en place des choses, garder la petite, expliquer à la maman comment allaiter, parce que des fois, vu que l'enfant, elle avait plus de place pour elle, en fait. Donc, franchement, lui remettre sa place de maman, lui permettre de se reconnecter un petit peu comme ce que vous disiez tout à l'heure, Madame Masse, en fait. C'est le fait de s'écouter, de lui permettre de se réécouter. Donc, dans ces centres-là, on permet à la maman de souffler un petit peu et de se dire, voilà, je peux à nouveau exister, je suis en sécurité, je peux me poser, je décompresse, lâche mon stress, parce que c'est vrai que finalement, ça fait des bébés stressés. On voit des bébés parfois. Bon, moi, je suis plus spécialisée pour les bébés en thérapie. Ça a l'air bizarre, mais oui, même les bébés vont chez les psys, ça arrive. Donc, vous avez des bébés irritables à la naissance, qui pleurent et qui crient tout le temps. Et on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Et en général, quand on va voir, on voit qu'il y a eu pas mal de stress, pas mal d'inquiétudes, une grossesse compliquée, etc. Donc voilà, ça impacte quand même pas mal le bébé d'avoir du stress durant la grossesse. Ça me rappelle, justement, je suis palestinienne, du coup en Palestine on disait souvent que si le bébé était irritable, c'est parce que le papa était irritable. Ça expliquait un petit peu le côté conflit et tout, de façon un peu plus... Voilà. De manière détournée, on te dit si t'as un bébé irritable, c'est que t'as un papa irritable. Voilà. C'est sympa ça. On a des petits trucs comme ça dans différentes cultures, c'est rigolo quand même d'entendre ça. Et alors, du coup, il y avait encore cette question de l'entourage. Donc, comment on peut... quel est le rôle de l'entourage? Donc, là, vous en avez parlé, les éducateurs. Mais quel rôle l'entourage peut avoir pour aider la maman dans son bien-être et dans sa grossesse? Alors, tout d'abord, déjà un soutien émotionnel, même l'aider à aller, par exemple, la conduire au rendez-vous, l'écouter, lui apporter ce qu'elle a besoin. Donc, un environnement sain fait que la maman se sent plus en sécurité, donc vit mieux sa grossesse. Forcément, un environnement plus délétère va faire que maman ne sera pas en sécurité, se sentira pas en sécurité. Ça augmentera le stress que la maman va vivre, la future maman va pouvoir vivre, et donc ça va impacter son corps et le corps du bébé. Et en fait, c'est vrai que moi, c'est une discussion que j'ai aussi parfois avec les familles. Je dis que parfois, dans les cultures africaines ou nord-africaines, quand la maman est enceinte ou quand elle accouche, elle est très soutenue en fait par la famille. Par exemple, elle va aller 40 jours chez ses parents ou dans la famille de son mari et on va la chouchouter, on va lui donner des plats qui favorisent l'allaitement, on va s'occuper d'elle, etc. Donc, il y a
toute une famille autour d'elle. Sauf qu'ici, en Europe, en fait, on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'en Europe, comme vous disiez tout à l'heure, on doit travailler, on n'a que 3 mois de congé de maternité. Je veux dire, on doit continuer. Enfin, le mari doit aller travailler à l'extérieur, mais du coup, qui va s'occuper des autres enfants et de la maison? C'est certainement pas ta voisine comme dans les pays d'Afrique ou ou tes parents qui travaillent eux aussi encore parfois, tu vois. Et donc du coup, oui, jusque 67 ans. Donc du coup, on a des grands-parents parfois à 55 ans et ils savent pas venir t'aider. Et donc du coup, la maman, elle se retrouve très seule vis-à-vis d'elle-même. Et donc c'est vrai que mettre en place des structures sage-femme, psy, des aides à domicile, voilà, des aides à domicile. Mais il faut aussi, franchement, sensibiliser les papas à ce qu'ils soient plus présents, parce que moi, j'en parle souvent. C'est que les papas, ils se disent, parce que dans leur code à eux, parfois, ils se sont dit, c'est bon, en fait, elle a le bébé, c'est ton enfant, c'est toi la maman, tu dois t'en occuper, et c'est comme ça. Non, en fait, la maman, là, elle est toute seule. C'est pas comme dans d'autres cultures ou dans un pays où justement toutes les femmes sont là, où toute la famille est autour, en fait. Et donc, on retrouve beaucoup des mamans très seules et très déprimées après l'accouchement, en fait, c'est ça. Ça crée un peu des postpartum aussi. Bon, faut pas oublier l'impact des hormones qui redescendent d'un coup avec l'accouchement et l'allaitement. Mais c'est vrai que la maman, elle se retrouve toute seule, avec un nouveau bébé qu'elle n'avait pas il y a 2 semaines, par exemple. Donc forcément, le sommeil, parce qu'elle doit se réveiller toutes les 3-4 heures pour allaiter bébé. Non, t'es gentil, 3-4 heures, c'est toutes les heures 30. Ah, ok. T'es gentil. Ça encore pire. Attends, bientôt ça va venir. Attends, tu vas voir. Non, c'est 1h30, 1h30, c'est à la demande au début. Donc c'est tout le temps, tu te réveilles. Maman dort pas, quoi. Voilà, non. Mais il y a des positions, il y a des techniques. Moi, je dis. Tu dors avec le la bébé position de la louve, là, tac, tac, tu mets, tu vois. Après 3, t'inquiète, tu gères, tu vois. Donc, il y a des petites techniques et tout, mais bon, franchement, c'est vrai que c'est chaud, tu dors pas et donc tu deviens plus irritable, etc. Ça va impacter le couple. Ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec mon partenaire, où est-ce qu'il était d'avis que oui, forcément, vu que la maman, elle allaitait, la maman, elle avait porté l'enfant, elle était plus enclin à devoir s'en occuper. Et je lui disais, non, en fait, tu es tout autant... pas obligé, mais tu es tout autant... si, il est obligé. Franchement, oui. Mais en tout cas, il peut le câliner pendant pour que la maman se repose. Elle peut tirer son lait, il peut lui donner le lait, etc. Enfin, il y a des techniques pour donner le lait différemment, pas forcément au biberon, mais à la petite tasse. Enfin, ça, je pense que à la petite tasse. Il y a des petites tasses à la tasse. Les bébés sont très compétents à la naissance. Ils savent faire plein de choses. Ils sont géniaux, ils savent faire plein de trucs. Moi, je donnais à la petite tasse comme ça, avec leur petite langue et tout. C'est trop mignon, comme des petits chats. C'est ça. Ils viennent avec leur langue. Avec leur petite langue et tout. Ouais, les papas peuvent donner à la tasse le lait. Il suffit de tirer le lait. Bon, on parle d'allaitement là maintenant, on a dévié. Donc, on va faire une petite pause, chers auditeurs, et on revient vers vous dans 2 minutes. On parle de la grossesse et du bien-être dans Santé pour tous. Et voilà, nous sommes déjà de retour dans Santé pour tous, dernière ligne droite. Donc, on a parlé du bien-être et de la grossesse. Donc, plein de petites anecdotes, c'est toujours chouette d'en entendre et je suis sûre que vous en avez plein aussi. Alors, du coup, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de l'entourage. Vous avez dit que parfois, vous vous consultiez aussi avec le papa pour la préparation. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous conseillez, par exemple, au papa, par exemple, dans une consultation type avec la maman? Vraiment que le papa soit à l'écoute de son épouse, en fait. C'est la base. Maintenant, s'il peut faire des petites choses en plus, ce fin de grossesse pour nettoyer la maison avec son gros bidou, franchement, c'est pas facile. Donc, s'il peut donner un petit coup de main, aller faire des courses pour que madame puisse faire une petite sieste pendant ce temps-là. Il y a toujours moyen de trouver des petits trucs qu'il lui peut faire tout seul. Madame n'a qu'à faire la liste de courses, aller se reposer et monsieur part et il suit la liste. C'est pas trop compliqué, il devrait savoir gérer normalement. Et on peut commander en ligne aussi. Moi, c'est vrai. Collect and go. Ouais. Je te jure, c'est trop pratique. Je vais commencer. Tu commandes en ligne et tu vas juste chercher ta course. Donc, c'est ça. Ouais. Et puis, c'est l'occasion pour monsieur parfois d'essayer de se mettre à la cuisine aussi. Ça peut être sympa. Comme ça, maman, pour une fois, elle se fait servir. Ça peut être des petites attentions aussi. Préparer un bain le soir quand madame rentre du boulot. Qu'elle puisse se détendre, lui faire un petit massage des pieds devant la télévision le soir. Mais donc, vous questionnez aussi voilà, la place du mari, la place du conjoint. Vous la questionnez, vous vous demandez, tiens, comment vous faites pour aider madame ou, sans être trop intrusif. Mais je veux dire, je suppose que si déjà ils viennent en consultation, c'est chouette. Oui, on essaye vraiment de les ramener en consultation le plus possible.
Et déjà, ça les implique et ça leur donne aussi envie et ça leur fait faire des actes un peu spontanés aussi. Parfois, ça surprend les dames. « Oh, mon mari a fait ça, je ne m'y attendais pas. » C'est vraiment quelque chose de chouette et positif entre eux et souvent, ça les soude encore plus. Ça les rapproche. Ouais. Et ça arrive que des papas n'aient pas envie de venir à la consultation? Ça arrive. C'est rare quand même parce que souvent, quand on a un désir d'enfant, c'est souvent un désir qui est partagé. Ça arrive que ce soit des grossesses surprises et les papas au début sont un peu réticents et puis au fur et à mesure que la grossesse avance, ils se rendent de plus en plus compte qu'il y a un bébé qui pousse là, qui prend de la place aussi entre eux parce que le ventre grossit et donc là petit à petit c'est tout un cheminement qui se fait aussi, mais alors on essaie de l'inviter quand même. Parfois on le prend un peu à part pour essayer de discuter, que lui puisse nous confier son ressenti sans forcément que madame l'entende. Parfois ils ont un peu peur de blesser leur femme ou quelque chose si c'est dit en face, et parfois ça permet de débloquer certains blocages oui, c'est vrai, franchement, moi j'ai parfois des papas qui me posent la question et qui disent oui, mais moi je veux pas avoir de rapport avec ma femme parce que j'ai peur de faire mal au bébé. Souvent ils disent ça et ils osent pas le dire à leur femme parce que du coup la femme elle est là, elle va mal le prendre ou elle va croire qu'il n'a plus de désir pour elle, des choses comme ça. Et il y a beaucoup de papas qui se posent des questions sur la sexualité et ils n'ont pas toujours. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse une émission sur la sexualité pendant la grossesse. Franchement, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de papas qui seraient étonnés parce qu'en plus la libido de la maman elle augmente vachement pendant la grossesse. Et donc c'est pas cool quand les papas ils ont pas trop envie pendant la grossesse. Mais c'est vrai que y a beaucoup de papas qui ont des peurs, qui ont peur de faire mal, peur que le bébé voit des choses ou entende des choses qui ne sont pas très très bien. Donc voilà. Je pense qu'il y a un moment où est-ce que c'est pas trop conseillé d'avoir des rapports, mais après ça va mieux. Je trouve que c'est au tout début peut-être. Non, c'est toujours conseillé d'avoir des rapports. C'est conseillé bon pour la santé. Voilà, même que ça aide à restriction. Allez-y. Aucune restriction. Mais à la fin de la grossesse, tu peux même en avoir plus dans le sens où si par exemple ton bébé doit descendre et c'est même bien pour que le bébé bouge un petit peu parce que sinon parce qu'à la fin le problème à la fin de la grossesse c'est que souvent, en tout cas moi je prends 40 kilos à chaque grossesse et donc du coup ma soeur 30 moi 40, moi je suis top pour les grossesses, je suis très très grosse et alors du coup le problème c'est que plus t'es grosse moins tu bouges et moins tu bouges moins ton bébé bouge aussi et du coup il veut plus sortir après tu vois, il grossit chaque jour mais il veut plus sortir et donc du coup c'est vrai que c'est compliqué et c'est vrai qu'avoir une intimité c'est quelque chose qui favorise aussi qui te permet de bouger aussi et donc c'est important et c'est bon, je pense, du début jusqu'à la fin de la grossesse. Oui, il y a vraiment la seule grosse contre-indication, c'est s'il y a un risque d'accouchement prématuré. Alors là, c'est vraiment repos. Que ce soit activité sexuelle, sportive, même marcher, on va allonger et vraiment tu bouges pas. Mais sinon, si c'est une grossesse qui se passe bien, en soi, ça peut être tous les jours, 15 fois par jour. Si de toute façon, moi je le dis et je le répète, la sexualité, c'est hyper important pour la santé. Donc, il n'y a aucune contre-indication, c'est super bon pour la santé et moi je dis qu'il faut se faire plaisir. À défaut, sinon on mange tout le temps, on mange du chocolat, on mange des bonbons à la place. Il faut se faire plaisir. Voilà. Donc même pendant la grossesse, il n'y a pas de raison et plus on s'aime, mieux on est en meilleure santé, plus on s'aime, plus on partage des moments comme ça, plus on est en bonne santé aussi, ça rapproche beaucoup le couple. Donc c'est vraiment, vraiment important. Qu'est-ce qu'on pourrait aussi dire sur, par exemple, soit vous avez travaillé beaucoup avec les mamans qui ont eu justement un environnement délétère. Qu'est-ce que vous avez pu observer chez ces mamans de l'impact que ça a pu avoir d'avoir été victime de violences, d'avoir été délaissées par leur mari Quel impact ça a pu avoir sur elles? Sur la grossesse ou sur la grossesse, sur elles, sur le bébé? Alors, déjà, on peut voir qu'elles peuvent être aussi négligentes envers elles-mêmes. Forcément, vu qu'elles se sont fait négliger par leur partenaire, même des fois violentés, ça va avoir un impact sur l'estime d'elles-mêmes et elles vont se négliger. Et encore plus, elles peuvent négliger l'enfant. Ou est-ce que j'ai entendu surtout des enfants qui ne pleuraient plus à la naissance parce que, vu que maman répondait plus, l'enfant pleure plus. Moi c'est marrant parce que j'ai fait mon étude de mon mémoire de fin de master sur justement le retrait relationnel des bébés de mamans déprimées, mais des mamans déprimées liées à l'exil.
Et c'était impressionnant de voir que des bébés, en fait, soit ne pleuraient plus, soit ne rentraient plus en contact relationnellement avec la maman et même avec l'entourage après. En fait, c'est des bébés qui se replient sur eux complètement et qui sont plus dans le contact. Et ça, c'est quand même très, très inquiétant parce que c'est ce qui fait que l'enfant va se développer, c'est sa motivation à aller vers l'environnement. Mais s'il n'a plus de motivation à aller vers l'environnement, il va avoir des retards de développement. Et donc, qui dit retard de développement, retard d'apprentissage, retard intellectuel, etc. Donc, il y a quand même un gros impact de la dépression de la maman sur l'enfant et son développement, sur le bébé. Ça, c'est vrai. Madame Mas, on a parlé tout à l'heure un petit peu du stress, mais est-ce que ça peut impacter le développement du fœtus ? Vraiment, le développement, c'est un bébé qui va se développer normalement, on va dire. Il va avoir ses 2 bras, ses 2 jambes comme tout le monde. Ce sont des bébés qui, à la naissance, il y a un risque d'accouchement prématuré, donc ils peuvent arriver un peu plus tôt à cause du stress de maman. Ce sont des bébés qui peuvent être un peu plus petits aussi. C'est des bébés qui sont très irritables à la naissance et qu'on ne sait pas calmer, même s'ils ont mangé, qu'ils sont changés, qu'ils sont bien au chaud. Et c'est des bébés qui savent pas quoi faire en fait et comment libérer tout ce stress qu'ils ont ressenti pendant la grossesse. Et en gardant eux en fait ce stress. Ouais, en fait c'est des vraies éponges, ils absorbent tout et puis il faut qu'à un moment ça ressorte et ça ressort comme ça et puis on voit en maternité on voit moins parce que c'est vraiment sur du long terme, c'est des enfants qui à cause de tout ce stress accumulé ont plus de problèmes relationnels aussi après, qui ont moins de confiance en eux. Donc, c'est plus sur le long terme, pas vraiment le développement physique, on va dire. Le développement psychique, on voit au long cours, quoi. Je veux dire, on voit que ça impacte quand même pas mal de sphères de son développement psychologique, on va dire, de son bien-être. Madame Matin, est-ce que vous pensez que c'est important d'entourer la maman par une multiplicité de professionnels ? Et est-ce que justement ça aurait un impact plus sur la prévention du développement d'une dépression postpartum par exemple ? Pour moi c'est essentiel d'avoir plusieurs professionnels, plusieurs personnes qui entourent cette maman, que ce soit des sages-femmes, je crois qu'on peut voir une kiné aussi pour tout ce qui est sexualité, tout ça, et le périnée. Et aussi forcément... un psychologue éventuellement, la gynécologue... Voilà, le médecin de famille aussi qui peut être présent. Mais c'est vrai que d'avoir plusieurs intervenants... Ça va l'aider à se sentir soutenu, pouvoir aussi décharger un peu ses obligations. Par exemple, aller voir une kiné... Pardon, je parle tout le temps de kiné, mais je sais pas pourquoi je pense à ça, mais plutôt aller voir une sage-femme pour lui expliquer l'allaitement ou une kiné pour expliquer que elle a des pertes urinaires ou... un médecin de famille pour expliquer un peu ses problèmes émotionnels aussi, qui peut aussi la diriger vers un psychologue avec qui elle peut vraiment parler du stress. Parce que forcément, un enfant, c'est stressant, un environnement stressant. Oui, en tout cas, s'il est là, un environnement stressant, ça c'est clair. Voilà. Et donc, mieux vaut prévenir que guérir. Exactement. Dans le sens, si on est plusieurs à l'accompagner, cette maman... Pardon, désolée. Si on est plusieurs à l'accompagner, cette maman, on évite peut-être le développement de dépression de postpartum. Et moi, je voulais savoir aussi, Madame Mas, du coup, est-ce que vous êtes formée à ça aussi, à détecter s'il y a des signes de dépression postpartum et comment vous faites pour apaiser les mamans, comment vous travaillez en équipe multidisciplinaire ? On est formé à repérer un peu les fragilités chez les mamans et les papas aussi, en fait. On parle de la maman, mais le papa aussi. Donc, on essaie vraiment de voir avec le couple. Maintenant, c'est sûr qu'on se concentre un peu plus sur madame de manière générale. Alors, dès qu'on voit une petite fragilité, on essaye de creuser un peu, gentiment, bien sûr, voir un peu c'est quoi le problème ou ce qui peut être la source d'une inquiétude, ou du stress, d'une angoisse, de voir un peu ce qu'on peut faire pour l'aider. C'est lui permettre aussi de décharger tout ça, de pleurer un bon coup en privé avec nous, de pouvoir se confier. Et alors si on trouve que juste le fait d'en parler, ça ne suffit pas, ou que elle a besoin de quelque chose en plus sur un peu plus de long terme, on va la diriger vers soit une pédopsie qui est vraiment formée dans l'accompagnement de la maman dans son nouveau rôle, ou alors plus général, une psychologue, voire même une psychiatre suivant les besoins. Ouais.
Mais donc il y a quand même cette question de se dire on doit être plusieurs autour d'elle pour l'accompagner et il faut pas la laisser toute seule, il faut pas la laisser dans la difficulté. Et c'est un peu le travail que vous faisiez aussi au centre là. Si elle est seule, en tout cas il y aura des éducateurs, assistantes sociales, psychologues qui seront là pour l'accompagner, quoi. Voilà, des fois on gardait la petite pour qu'elle ait juste un moment pour faire une sieste, juste prendre du temps pour elle. Un peu pour elle, voilà. Ça c'est important aussi. Alors moi j'avais aussi une petite question, mais parce qu'on ne comprend pas toujours le rôle d'une psychologue, mais qu'est-ce qu'une psychologue peut proposer à une future maman en détresse? Alors je pense tout d'abord elle peut proposer un suivi psychologique, un espace de parole où est-ce qu'elle peut venir déposer son ressenti, ses angoisses, ses peurs, ses ruminations, tout ça comme une personne tout venante aussi, lui permettre de trouver des pistes aussi, par exemple si madame sent qu'elle a besoin d'une crèche ou quoi, ou pouvoir l'aider à trouver des adresses, la motiver aussi à pouvoir déléguer un peu ses responsabilités parce qu'il y a beaucoup de culpabilité. On en parlait du papa qui se sent pas trop investi ou l'entourage qui demande d'aller retourner travailler très vite. Pouvoir parler justement de tout ça. De ses peurs et de ses inquiétudes par rapport à la grossesse. On sait aussi que la grossesse, c'est le moment, ce qu'on appelle la transparence psychique. C'est aussi tout ce qu'on a vécu, nous, dans notre enfance, en tant que bébé, dans nos relations avec notre maman, avec notre papa, avec notre entourage, qui reviennent à la surface. Et souvent, on fait des rêves, on fait des cauchemars, on pense à des choses qu'on ne pensait pas avant, finalement, et qui reviennent durant la grossesse. Et c'est vrai que moi, je trouve toujours ça intéressant de voir les mamans pendant leur grossesse, parce que, en fait, elles se mettent beaucoup plus au travail psychologiquement, parce que parfois c'est difficile quand on fait un travail thérapeutique avec des personnes, parfois elles ont plein de mécanismes de défense pour se protéger, et du coup c'est pas toujours facile d'avoir accès à des choses qui leur font mal, alors que durant la transparence psychique, on a accès à beaucoup plus de matériel et on peut beaucoup plus travailler des choses avec elles sur leur histoire. Et en plus, si on travaille ça pendant la grossesse, ça prévient aussi justement la dépression postpartum. C'est-à-dire qu'elle a travaillé des choses pendant sa grossesse et elle peut anticiper des blessures, des souffrances après l'accouchement. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir faire un accompagnement pluridisciplinaire avec un psychologue aussi, quoi. Ça m'étonne pas que ça réouvre plein de blessures, parce que forcément on recrée la vie. Donc on change d'identité, et donc on repense à notre identité, à comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc ça ouvre plein de portes, plein de traumatismes enfantins ou traumatismes plus grands qui font que... Puis on change de place, on passe de l'enfant de quelqu'un à le parent de quelqu'un. Et donc ça questionne aussi la place qu'on a, nous, dans le monde, dans notre existence, en tant que partenaire. Donc clairement, enfin, je veux dire, c'est chouette de faire un travail, en tout cas, pendant la grossesse. Moi, je trouve que je recommande, je trouve que c'est bien. Alors, on arrive tout doucement à la fin, mais j'avais quand même envie de vous demander, peut-être à toutes les deux, un dernier petit conseil pour nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux mamans, aux partenaires, pour favoriser le bien-être durant la grossesse? Je crois que vraiment le mot essentiel, c'est s'écouter et s'autoriser à se prendre soin de soi, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais se déculpabiliser. Vraiment, je pense que c'est important de ne pas oublier qu'on est aussi une personne et qu'on est un être humain et qu'on a tous un seuil où est-ce qu'il ne faut pas dépasser, quoi. Ouais, il faut s'écouter. Ça revient un peu à ce que vous disiez aussi, s'écouter dans une société où on ne s'écoute plus, où on veut être des machines de guerre. Écoutez-vous, chère maman, et vous y avez droit, et prenez vos droits. Prenez vos droits à faire une petite sieste, prenez votre droit à vous faire chouchouter. Si vous avez envie, comme moi, pendant ma grossesse, de huîtres et de saumon, eh bien, dites à monsieur de dépenser dans le portefeuille. Moi, ça lui a coûté cher la dernière grossesse, j'avoue, je voulais des huîtres tout le temps. Alors des huîtres en plein été, je sais pas comment on fait, mais on est parti en Chine, on mangeait, c'était sympa. Ça me rappelle un humoriste arabe qui disait qu'une femme enceinte, elle va avoir une envie de pastèque en plein milieu d'hiver, et toi, homme, vas-y, cherche après ta pastèque en novembre. Ah ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Il va aller jusqu'en Afrique chercher sa pastèque. Exactement. Et oui, messieurs, il faut chouchouter vos madames, il faut les chouchouter. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette émission vous a plu. Notre dernière émission de l'année scolaire, ce sera le 23 juin, et nous parlerons d'un sujet qui n'a rien à voir, c'est les AVC, donc les accidents vasculaires cérébraux, avec
avec des neurologues. Mais donc, vous pourrez retrouver le podcast de notre émission d'aujourd'hui sur la chaîne YouTube de l'Espace Santé Famille. Et donc, je vous dis à très bientôt dans Santé pour tous.